Oui, merci. Ouais. Merci. Bonjour, Georges Leven de l'Alliance. Bonjour. Olympe Thieu, lycée Charles de Gaulle de Compiègne. Bon, d'abord, merci aux anciens déportés d'être là, de témoigner, de parler. Et merci aux jeunes de les entendre. Et donc, nous avons aussi un travail à faire contre ce qu'on appelle le négationnisme, le révisionnisme. Et c'est ce que les déportés combattent avec force et avec leur voix et avec leur voyage. J'ai toujours été bouleversé de voir des femmes, des enfants pris dans la manière dont ils ont été arrêtés. Je représente la Maison d'Isieux, donc Oui. au sein du séminaire des 70 jeunes de toute la France. Et je me suis échappée et cachée et j'ai réussi à être dans le train sanitaire avec maman. Nous avons été arrêtés par des flics français. Le 23 septembre 1942, la Gestapo est venue nous rafler. Les manuels d'histoire, ça suffit pas. Il faut en parler. Un seul témoignage ne suffit pas, c'est la répétition. Merci beaucoup. Merci à vous, Merci, monsieur le merci. Président. Continuez. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame le maire, Messieurs tous les conseillers, chers amis surtout. Pardon de vous avoir peut-être fait attendre quelques instants, mais nous avions une rencontre qui était particulièrement émouvante. Je crois, Monsieur le Président, vous en témoignerez certainement, où nous avons échangé avec cinq déportés et 5 jeunes qui nous ont, je dirais, raconté leurs expériences et surtout l'émotion d'écouter ces rescapés, mais aussi, je dirais, d'écouter ces jeunes qui avaient beaucoup à dire, et c'était très réconfortant de les entendre. Monsieur le Président, merci d'être présent aujourd'hui pour commémorer à nos côtés, au mémorial, cette date du 27 janvier, devenue journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah. Il y a 70 ans, comme vous le savez, les troupes soviétiques entraient à Auschwitz, un camp de concentration et d'extermination, devenu le symbole de la barbarie nazie. Auschwitz, destination de la grande majorité des Juifs déportés de France. Monsieur le Président, dans le déroulement de cette cérémonie, vous avez voulu privilégier la présence des anciens déportés. Et je vous en suis tout particulièrement reconnaissant. Ainsi, près de 150 d'entre eux sont réunis ici devant vous, déportés de France ou d'autres pays d'Europe. Nous avons réuni ces amis, je dis vraiment ces amis, pour leur rendre hommage, mais pour rappeler aussi de la façon la plus vivante, la plus forte possible, les conséquences de l'antisémitisme nazi d'il y a 70 ans. Mesdames et messieurs les anciens déportés, chers amis, je tiens à vous saluer respectueusement, chaleureusement, amicalement, vous qui nous faites l'honneur d'être présents parmi nous aujourd'hui. L'action du mémorial n'aurait pas la même force sans votre travail, sans votre présence, sans vos témoignages et vos paroles, et ce notamment dans les écoles. Au lieu d'avoir tenté d'oublier les souffrances infinies qui ont été les vôtres, vous avez choisi de parler et de transmettre. Quoi de plus marquant pour nos enfants que de vous entendre et d'être ainsi confrontés physiquement à l'entreprise de déshumanisation que vous avez endurée et qui n'a pas réussi. Le mémorial sans vous ne serait pas le mémorial. Ce serait un lieu avec moins d'âme, moins de chaleur. Nos voyages, nos colloques, nos formations perdraient leur force. Je crois à l'éducation par l'exemple et celui que vous me donnez me conforte totalement dans cette conviction. Aujourd'hui, plus que jamais, nous vous rendons hommage et nous vous disons notre gratitude.
Nous sommes ici encadrés par 2 murs. Celui où sont inscrits les noms des 70 000 déportés de France, ceux qui ont disparu, mais aussi ceux qui sont revenus. Tous vos noms y sont inscrits. De l'autre côté, il y a le mur des justes, ceux qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre. Permettez-moi de penser que les déportés qui ont par la suite mené le combat pour la mémoire, mené le combat pour la tolérance avec courage, avec abnégation, mériteraient un titre de juste pour avoir eux aussi contribué à sauver l'honneur de l'humanité tout entière. Victimes, vous êtes devenus des héros. Le mémorial de la Shoah a une longue histoire. Il est l'héritier du Centre de documentation juive contemporaine créé en 1943 pour rassembler les preuves des exactions que subissait la communauté juive à l'époque. Et puis, également héritier du musée du mémorial du martyr juif inconnu, inauguré en 1956. Il fut créé pour que l'on n'oublie jamais ce qui fut entrepris systématiquement, l'entreprise systématique d'extermination des Juifs par le régime d'une nation civilisée. Sans un lourd travail, même les événements les plus marquants, les plus traumatisants peuvent être oubliés et perdre leur sens. La mémoire est un besoin, une exigence, une nécessité, et pendant des années, le mémorial a fait en la matière, a fait de cette exigence son devoir. Mais le mémorial d'hier mais le mémorial d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Sans avoir perdu son rôle de recueillement, d'études, d'informations, de sépulture symbolique qui permettait à tous ceux qui avaient perdu leurs proches dans cette effroyable tourmente de faire leur deuil, le mémorial est devenu aujourd'hui un centre d'éducation et de formation des jeunes générations à la tolérance, à l'ouverture, au combat contre le racisme et l'antisémitisme. Aujourd'hui, plus de la moitié de notre budget est consacré à ce travail. Jugez-en, plus de 55 000 jeunes visitent chaque année le mémorial de la Shoah et le mémorial de Drancy, que, Monsieur le Président, vous nous avez fait l'honneur d'inaugurer l'année dernière. Ils y reçoivent une leçon d'histoire, mais aussi et surtout une mise en garde contre les dangers de l'intolérance, du racisme, de l'antisémitisme. Nous utilisons les leçons de la Shoah, mais aussi celui des autres génocides, pour tenter de changer leur regard vis-à-vis de l'autre, pour leur apprendre les bienfaits d'une acceptation de cet autre dans sa diversité d'opinions, de modes de vie, de religion. Mais également, plus de 6 000 enseignants français, mais également étrangers, passent par nos formations qui durent de 2 jours à 1 semaine. Formations historiques, mais aussi pédagogiques, nécessaires devant les difficultés que certains professeurs rencontrent dans les enseignements qu'ils donnent. Nous recevons, Monsieur le Président, des inspecteurs de police frais et moulus de leur école. Nous recevons et formons des avocats, des magistrats, des élèves journalistes. Et suite à la mise à disposition de l'hôtel de Châlons par la mairie de Paris, et grâce au travail remarquable de notre chère amie, de notre chère mère, Anne Hidalgo, je vous salue avec reconnaissance, admiration et amitié. Grâce à son travail, nous allons pouvoir faire plus et développer encore ces activités indispensables. C'est ce travail d'éducation qui est aujourd'hui absolument indispensable si nous voulons faire reculer l'obscurantisme qui fait à nouveau planer sa menace sur notre pays et je dirais même sur toute l'Europe et le monde entier.
où les extrémistes retrouvent une visibilité que l'on croyait perdue et où la haine de l'autre se réactive. C'est par ces efforts d'éducation que nous venons d'évoquer que nous ferons reculer cette menace. Mais c'est aussi, et peut-être autant, par un effort global de toutes les communautés nationales, d'aller au-devant de ceux qui sont tentés par cette dérive, de ceux qui se sentent exclus, humiliés. C'est toujours sur le terreau fertile des difficultés économiques, des théories de revanche, de l'impression d'humiliation que naissent les dérives, comme l'a montré de manière si flagrante l'Allemagne des années 30. Aujourd'hui, à tous les niveaux, il faut faire cet effort d'intégration pour que ceux qui hésitent, ceux qui disent « oui mais », ne versent pas dans l'extrémisme ou dans son acceptation silencieuse. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail de tous. Pourrais-je prendre un exemple qui me touche tout particulièrement? Dans le 19e arrondissement, 2 directeurs d'établissements scolaires, soutenus par leur mère, ont emmené une dizaine d'enfants d'une école juive et d'un collège avoisinant assister ensemble dans les tribunes au défilé du 14 juillet. Multiplions ce type d'approche, de terrain, ce type proche des gens. Multiplions les efforts divers pour que les populations qui pourraient être tentées par ces dérives sentent à quel point celles-ci, à terme, les feront souffrir. Il y a une phrase qui me désespère tant elle est galvaudée, c'est celle du « plus jamais ça ». Les gens la scandent et quelques minutes après poursuivent leur chemin et ne font rien. Faisons en sorte, Monsieur le Président, que ces mots qui sont si pleins d'espoir ne soient pas des vains mots, qu'il y ait dans notre pays des actions de fond efficaces à long terme pour endiguer ce fléau et que nous n'ayons plus à craindre le délitement de notre cohésion nationale et des valeurs fondamentales de notre pays, que nous n'ayons plus à pleurer nos morts. Je vous remercie. Messieurs les premiers ministres, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la maire de Paris, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du Mémorial, Mesdames, Messieurs les anciens déportés. Le 27 janvier est une date à jamais gravée dans la mémoire de l'humanité. Il y a 70 ans, le 27 janvier 1945, vers 15 heures, les armées soviétiques ouvraient les portes du camp d'Auschwitz-Birkenau. C'était la révélation de l'horreur. Ce n'était pas encore une libération, car la plupart des survivants avaient été emmenés par les nazis dans une longue marche, la marche de la mort. Épuisés de faim, de froid, de maladie, ils vivaient leur dernier martyre dans les plaines glacées de Silésie. Vassili Grossman avait pu écrire « Dante, dans son enfer, n'avait rien vu de si atroce. Vous l'avez vécu. » Le monde, lui, découvrait l'extermination méthodique, programmée, scientifique des Juifs. Un crime qui n'avait pas de nom, tellement il était ignoble. Alors, un nouveau mot fut créé pour le désigner, la Shoah. La Shoah, le plus grand crime jamais connu et jamais commis dans l'humanité. Il fut perpétré en terre d'Europe par le régime d'une des nations les plus civilisées de notre continent. Et il trouva des alliés, des complices, jusqu'ici en France,
sous le gouvernement de Vichy. Ce crime fut unique par son ampleur. 6 millions de femmes et d'hommes exterminés parce que juifs. Et combien d'autres mis en esclavage, mis à mort parce que tziganes, homosexuels, slaves, communistes, résistants, handicapés. 6 millions, parmi lesquels 1,5 million d'enfants, 3/4 des Juifs d'Europe, plus du tiers de la population juive dans le monde. Ce crime fut unique par sa méthode bureaucratique, industrielle. Les nazis avaient fait de la solution finale, comme ils l'appelaient, un problème qu'il leur fallait régler par tout moyen. D'abord, dresser des listes avec des millions de noms pour que l'on sache qui étaient les Juifs, comment les retrouver, et pour n'en laisser aucun de côté. Puis, les nazis sont allés, pas tout seuls d'ailleurs, les chercher, les ont raflés, embarqués, entassés dans des wagons à bestiaux, puis les ont conduits vers les chambres à gaz. Voilà ce qui s'est passé en plein XXe siècle. Voilà ce qui fut. Ce crime fut unique aussi par sa nature. Il s'agissait de détruire les preuves que l'assassinat ait été commis par balle, comme en Ukraine, par camion à gaz, comme à Chelmno, ou dans des camps d'extermination, comme à Auschwitz. Les mêmes précautions furent prises par les nazis. Il s'agissait de maquiller l'horreur pour qu'elle soit menée jusqu'à son terme, pour qu'elle soit définitive. Tous les Juifs devaient mourir. Il ne devait plus rien rester de leur présence. Les cadavres étaient brûlés comme au Moyen-Âge, lors des grandes épidémies. Les cendres dispersées pour qu'il ne reste aucune trace de l'abomination. Il s'agissait d'exclure les Juifs de la société des humains pour les faire disparaître du passé, du présent et de l'avenir. Et pour que soit rendu impossible le travail de deuil pour les éventuels survivants. Robert Badinter évoque l'attente désespérée du retour de son père et l'absence de résignation à sa disparition. Bruno Bettelheim ajoute que pour lui, le deuil fut impossible. Puisque certains sont revenus, pourquoi mes parents, à moi, ne reviendraient-ils pas un jour? Telle était sa question. Ils ne sont jamais revenus. Mais ici, au mémorial de la Shoah, leur nom figure pour toujours. Ils n'étaient plus que cendres et fumée. Ils retrouvent, grâce à vous, une place dans l'éternité de la pierre. Et vous, mesdames et messieurs, vous êtes les derniers témoins, infatigables, inconsolables, intraitables. Et vous continuez de nous dire ce qui fut il y a 70 ans. Je veux ici vous exprimer toute ma reconnaissance, toute la gratitude de la nation pour le travail, le mot est mal choisi, pour le devoir que vous vous êtes infligé, un de plus, pour témoigner, pour dire, pour raconter. Vous parcourez les villes et les écoles de France. Vous faites même encore, et j'imagine ce que ça représente comme souffrance, le voyage vers Auschwitz, sur les lieux mêmes où vous fûtes déportés. Vous voulez montrer l'enfer à ceux qui ignorent qu'il a existé sur cette terre et que vous l'avez connu.
C'est Simone Veil qui dit que les déportés ne sont jamais sortis des camps, que leur esprit y est resté et que la Shoah continue de hanter leur vie et leur nuit. Alors, vous avez décidé de faire de votre cauchemar une leçon pour les autres. Vous êtes le visage de l'humanité, le beau visage, celle que les bourreaux voulaient supplicier cette humanité. Et c'est pourquoi l'écho de votre voix ne doit pas faiblir, parce que sinon, comme le disait Éluard, nous périrons. Je sais ce qui vous tourmente. Qui parlera des camps? Qui parlera de la Shoah quand vous ne serez plus là? Je vous fais cette promesse qui est un engagement. La République française n'oubliera jamais. Et avec les documents, les témoignages que vous nous laissez, les livres, les textes, les enregistrements et ce lieu qui est le vôtre, alors nous n'oublierons jamais. Le mémorial de la Shoah, Monsieur le Président, est issu du Centre de documentation juive contemporaine, dont la création à Grenoble, dans la clandestinité en avril 1943, fut en tant que tel un acte de résistance. Isaac Schneerson, son fondateur, avait décidé en pleine occupation de rassembler les premières archives, de consigner les écrits, d'accumuler des preuves pour qu'un jour la souffrance se transforme en mémoire, puis la mémoire en histoire. En 1956, le centre s'installe ici, dans le Marais, ce quartier du cœur de Paris, qui avait été pour les Juifs du début du siècle un refuge, avant de devenir, dans les années 40, un piège, là où on est allé vous chercher. Il y a 70 ans, le pire a été commis. Il fallait donc qu'il y ait un mémorial. Le 25 janvier 2005, le président Jacques Chirac l'inaugurait, avec ce mur dédié aux 75 721 Juifs qui furent déportés de France avec la complicité active de l'État français. Il avait commencé son discours, Jacques Chirac, par ces mots tirés de la Bible hébraïque « Souviens-toi, n'oublie jamais ». Le 21 septembre 2012, j'ai moi-même inauguré le mémorial de la Shoah de Drancy. Drancy, cette ville d'où partaient les trains vers Auschwitz. J'étais entouré de jeunes venus des écoles de la Seine-Saint-Denis à qui je lançais le même appel. Ne jamais oublier, car ce serait insulter ceux qui sont morts dans les camps. Aujourd'hui, le mémorial, et je veux en féliciter toute l'équipe, a pu rassembler 40 millions de documents, accueille 200 000 visiteurs chaque année. Est organisée d'ailleurs une fois par an, à l'occasion de Yom Shoah, la cérémonie de lecture publique des noms de tous les déportés juifs français. Cette cérémonie dure 24 heures. Et en 24 heures, il n'est pas possible de lire même la moitié des noms de ces innocents suppliciés. Le mémorial est dédié à la transmission, c'est-à-dire un lieu où il est expliqué autant qu'il est possible, analysé autant que nécessaire le mal, et le poursuivre même ce mal dans ses moindres replis. Le mémorial, c'est un lieu de vigilance, de clairvoyance, où l'on apprend que la mémoire est un engagement contre toutes les haines, car le mémorial commémore la Shoah, mais aussi tous les génocides. Le 20e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda, et cette année, il célébrera l'anniversaire du génocide des Arméniens. Ce mémorial porte la douleur, la vôtre, celle des survivants, mais elle porte aussi la responsabilité des vivants.
Il exige donc le mémorial le dépassement pour conjurer l'effacement qui serait le dernier crime des bourreaux. Avec cette interrogation terrible qui nous étreint encore aujourd'hui. Comment, après la Shoah, comment, après ce crime contre l'humanité, cette ignominie qui poussa la haine raciste de certains jusqu'à l'extermination de leurs semblables, comment l'antisémitisme peut-il encore ressurgir? Telle est la question qui nous est une fois encore posée. Pourquoi les Juifs ont-ils le sentiment que jamais ils n'auront de repos ni de répit? Peggy écrivait, c'était 40 ans avant la Shoah. Depuis 50 siècles, les Juifs vivent trempés dans la douleur. Ils vivent encore, aujourd'hui, dans la douleur. Et j'entends l'appel de ceux qui me demandent, nous demandent, quand cette malédiction finira. Il y a 3 semaines, à Paris, 4 hommes sont morts dans un magasin Kasher pour le même motif qu'ont été raflées les familles du Veldiv en 1942, qu'ont été frappés les fidèles de la rue Copernic en 1980, qu'ont été assassinés les promeneurs de la rue des Rosiers en 1982, qu'a été torturé le jeune Ilan Halimi en 2006, qu'ont été massacrés les enfants de l'école aux Atora de Toulouse en 2012, parce qu'ils étaient juifs. Ils sont morts non pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils étaient, des juifs. Et ils sont encore 4 noms qui doivent s'ajouter à ceux si nombreux inscrits sur ce mur de la mémoire. La montée des actes antisémites est depuis plusieurs années une réalité insupportable. Leur nombre aurait doublé l'année dernière. Agression, incivilité, vandalisme. Ce fléau conduit, je le sais, certains Juifs à s'interroger sur leur présence en France. La France à laquelle ils ont donné tout leur cœur et dont ils ont ressenti profondément au cours de leur vie les joies et les tristesses. Cette France qui les aime, comme elle aime tous les enfants de la République, mais cette France où parfois ils ne se sentent plus en sécurité. Et ce doute, cette interrogation est une blessure terrible pour la République, qu'elle doit soigner, qu'elle doit traiter. Vous, Français de confession juive, votre place est ici, chez vous. La France est votre patrie. Vous lui avez donné votre talent, votre travail, votre courage et parfois votre sang. Notre pays ne serait plus la France s'il devait vivre sans vous. Et si le terrorisme vous conduisait à vous éloigner de la terre de France, de la langue française, de la culture française, de la République française qui a émancipé les Juifs, alors le terrorisme aurait atteint son but. La responsabilité des autorités de la République, elles sont ici présentes, toutes rassemblées, est donc de tout faire pour que les Juifs soient pleinement chez eux en France, pour que jamais ils n'y s'y sentent menacés ou isolés. Pour combattre un ennemi, il faut d'abord le connaître et le nommer, l'antisémitisme. Il a changé de visage, mais il n'a pas perdu ses racines millénaires. Certains de ses ressorts n'ont pas changé, hélas, dans la nuit des temps. C'est toujours le complot, le soupçon, la falsification. Mais aujourd'hui, il se nourrit aussi de la haine d'Israël. Il importe les conflits du Moyen-Orient. Il établit de façon abjecte la culpabilité des Juifs
dans le malheur des peuples. Il entretient les théories du complot qui se diffusent sans limite. Théories du complot qui ont, dans le passé, conduit déjà au pire. Alors, face à ces menaces, il nous faut des réponses fortes, des réponses adaptées. La première, c'est la sécurité. Le gouvernement de Manuel Valls a pris les dispositions qui convenaient pour que les synagogues, les commerces, les écoles, les centres culturels de la communauté juive soient protégés. Il y a même eu une présence de militaires pour assurer cette protection. Mais je sais aussi l'amertume et la colère que cette présence inspire à beaucoup d'entre vous. Comment, en 2015, comment accepter qu'il faille des soldats en armes pour défendre les Juifs de France? C'est nécessaire, et nous le faisons. Et nous le ferons aussi longtemps que ce sera demandé. Je veux aller plus loin, en améliorant la visibilité et l'efficacité des sanctions, ce qui supposera de généraliser la caractérisation raciste et antisémite comme circonstance aggravante d'un délit, et sortir la répression de la parole raciste et antisémitiste du droit de la presse pour l'intégrer au droit pénal général. Et pour que la sanction soit l'occasion d'une prise de conscience, des peines alternatives à valeur pédagogique exemplaires seront prononcées. La deuxième réponse, c'est la transmission, c'est la connaissance, c'est le rôle de l'école. Je veux redire ma confiance à l'égard des professeurs, des enseignants de notre pays. Ils font leur travail. Nous devrons les aider à le mener à bien et partager avec eux, pour les traiter, les inquiétudes que leur inspirent les événements récents. Comment des élèves ont-ils pu, le 9 janvier dernier, briser l'unité du recueillement? C'est une nouvelle alerte, parmi d'autres. Elle nous oblige. L'un des instruments pour désamorcer cette ignorance, c'est l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Elle est au programme de l'école, du CM2, de la 3e, de la 1re. Elle doit pouvoir être enseignée sans aucune restriction. Il y a aussi un certain nombre d'événements qu'il nous faut renouveler. Le concours national de la résistance et de la déportation, dont je remettrai les prix le 8 mai prochain, à l'occasion des cérémonies du 70e anniversaire de la défaite du nazisme. Ce prix, ce concours, existe depuis 1961. Il doit être renouvelé, rénové, et je souhaite qu'il puisse y avoir une mission qui soit conduite pour en assurer la pérennité. Le mémorial doit prendre aussi toute sa part. Il accueille près de 2000 groupes d'élèves du primaire, du collège et du lycée, et je sais qu'aujourd'hui, il y a des élèves qui travaillent sur la Shoah, dans la préparation, précisément, du concours de la résistance. La transmission, la connaissance, le savoir, que rien ne soit laissé dans l'ombre. Pire, que rien ne puisse être interprété. La troisième réponse, c'est de prendre conscience que les thèses complotistes prennent leur diffusion par Internet et les réseaux sociaux. Or, nous devons nous souvenir que c'est d'abord par le verbe que s'est préparée l'extermination. Donc nous devons agir au niveau européen et même international pour qu'un cadre juridique puisse être défini et que les plateformes Internet qui gèrent les réseaux sociaux soient mises devant leurs responsabilités, que des sanctions soient prononcées en cas de manquement. L'Union des anciens déportés, l'Union des étudiants juifs de France lance aujourd'hui même un appel contre le négationnisme sur Internet. Il s'adresse aux grands opérateurs. Nous les connaissons. Ils ne peuvent plus fermer les yeux ou alors ils seront considérés comme complices de ce qui se diffuse. La France soutiendra cet appel
Et cet après-midi, je serai à Auschwitz et je demanderai aux représentants des gouvernements qui sont présents de s'y joindre également. À partir de ces principes, sécurité, transmission, régulation du numérique, je souhaite que le gouvernement présente d'ici la fin du mois de février un plan global de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Le 11 janvier dernier, après ce qui s'était produit dans notre pays, cet attentat sur 3 jours, qui a touché des journalistes d'abord, des policiers ensuite, des juifs enfin, nous étions des millions à témoigner que la France se tenait droite face à ceux qui voulaient la faire plier. Il y avait des dirigeants venus du monde entier qui attestaient avec nous que la France, lorsqu'elle était agressée, n'était jamais seule. Notre réponse, ce fut la fierté, la dignité et l'unité. Nous sommes à proximité de l'allée des Justes qui longe ce mémorial. La leçon des Justes, ce n'est pas simplement le courage, c'est la lucidité. Et c'est la responsabilité, la dignité. Toutes ces valeurs que la France a portées. La leçon des Justes, c'est qu'il existe toujours une autre voie que celle de hurler avec la meute ou de rester indifférent. La leçon des Justes, c'est que l'individu, même seul, n'est pas sans pouvoir, n'est pas sans devoir. Le message des Justes, il est beau, il est fort. Ce sont les femmes et les hommes qui font le monde tel qu'il est et qui peuvent donc le changer. La leçon des Justes, c'est que la France avance quand elle est rassemblée autour de ses valeurs. Rassemblée, unie, n'empêche pas les différences, elles sont légitimes. N'écarte pas la diversité, elle est salutaire. Le débat démocratique, il est nécessaire. Mais au-delà de tout, il y a la République, une et indivisible. Alors à tous nos concitoyens, à vous qui êtes les témoins, je veux vous dire que la France protégera tous ses enfants, qu'elle ne tolérera aucune insulte, aucun outrage, aucune profanation. Ça vaut pour tous les cultes, ça vaut pour toutes les convictions, toutes les consciences. Je salue ici les représentants de l'islam de France qui se joignent à nous. Les actes anti-musulmans se sont également multipliés ces dernières semaines. Et chaque fois qu'une femme, un homme, un enfant est victime d'une agression pour ce qu'il pense ou ce à quoi il croit, c'est une atteinte à ce que notre pays peut représenter aux yeux du monde. Ensemble, nous sommes la France, celle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a proclamé à la face du monde « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». Et la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Les nations démocratiques ont fait le choix d'inscrire le 27 janvier dans la mémoire de l'humanité. Qu'ont-elles voulu dire? Que le 27 janvier, c'est un événement universel qui ne concerne pas que les Juifs, mais qui concerne le monde entier. Les nations ont voulu aussi rappeler à tous les peuples où conduisait l'intolérance et qu'elle pouvait les frapper tous. C'est Frantz Fanon, le philosophe anticolonialiste, qui eut cette phrase. Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. La mémoire des crimes contre l'humanité n'appartient à personne. Elle est notre héritage commun. Pour comprendre la barbarie, vous l'avez vue en face. Il faut savoir la reconnaître partout où elle est. Et ceux qui prétendent
nier une souffrance au nom d'une autre souffrance ne sont jamais du côté des victimes, mais toujours avec les bourreaux. Dans l'un de ses plus beaux livres, Patrick Modiano, le prix Nobel de littérature, ce livre qu'il avait dédié à Dora Bruder, jeune fille disparue dans la nuit des camps, il écrivait ceci. « Il faut longtemps, très longtemps, pour que ressurgisse à la lumière ce qui a été effacé. C'est cette lumière que vous nous redonnez ici au mémorial. Vous, les anciens déportés, vous, les témoins, vous aussi, les acteurs de la transmission. Et c'est cette lumière que nous devons porter tous ensemble contre les nuits qui menacent encore, qui menacent ici, qui menacent partout. Mais nous sommes là. Vive la République et vive la France.